Dans cet épisode, je poursuis ma discussion avec Clémentine Luzu sur le développement de l'autonomie à l'alimentation. Dans l'épisode précédent 74, on a parlé des liens étroits entre le développement de la motricité fine et orale moteur, les compétences en mastication. Maintenant, on est prêt à passer aux outils, les ustensiles, les couverts, les verres. À quel âge les introduire? Quelles sont les attentes? Quels sont les petits trucs? Et les choses à ne pas oublier. Clémentine, prépare ton micro. On reprend ça dans quelques instants. Bonne écoute. Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Alors, à partir de 6 mois, on l'a dit, l'enfant, il va commencer à porter à la bouche, voilà, il va pouvoir utiliser les premiers couverts, mais ça va être vraiment très, très, difficile pour lui. On va utiliser vraiment des couverts très adaptés à ses capacités de coordination, justement. Donc, on va utiliser plutôt des manches assez courts et on aime bien les cuillères, Num Num. Donc je sais pas, vous pourrez aller regarder, sur internet, ce à quoi ça ressemble. C'est vraiment des cuillères, très plates et où il y a pas beaucoup, besoin d'avoir, de bonne coordination très efficace, où il y a pas besoin de retourner la cuillère dans la bouche pour venir attraper le contenu. Donc c'est parfait pour cet âge-là, pour les premiers mois, pour les premières autonomies. Mais voilà, c'est des couverts vraiment, très adaptés pour les tout petits. Tu nous as dit qu'il était court, mais est-ce que le manche il est gros? Le manche est un peu plus gros, ouais. Il faut privilégier des manches un peu plus courts et un peu plus gros, entre 6 et 12 mois, je dirais à peu près. Et puis à partir de 12 mois, l'enfant, il va être quand même plus à l'aise pour commencer à utiliser une vraie cuillère, où il va pouvoir essayer de venir chercher le bol alimentaire, ce qu'il y a dans son assiette et cetera. Oui. Et ça va se développer entre, voilà, à partir de 12, 18 mois. Mais avant que l'enfant soit vraiment très à l'aise avec la cuillère, par exemple pour racler un yaourt, qui sont des compétences, de coordination un peu plus fines, avec plus de dextérité, on considère qu'ils sont vraiment autonomes avec la cuillère aux alentours de 3 ans. Donc dans l'évolution des couverts, donc j'ai dit vraiment des manches courts et gros, des bouts de cuillère assez simples. Et puis à partir de 12 mois, on va pouvoir utiliser des cuillères, pour enfants, donc cette fois-ci des vraies cuillères pour venir chercher le contenant. Toujours des manches un peu gros, assez courts. Et puis à partir de 2, 3 ans, quand l'enfant est plus à l'aise, on va pouvoir commencer à utiliser des cuillères un peu plus, ordinaires. Et pour les fourchettes? Au niveau des fourchettes, on va essayer à nouveau d'utiliser des couverts, avec des manches assez courts. On va privilégier des fourchettes qui piquent le plus possible, parce que c'est vrai que l'enfant, sinon, on va le mettre en difficulté. Souvent, je trouve que les fourchettes pour enfants, en réalité, elles piquent pas vraiment. Voilà, elles sont en plastique ou le bout est très arrondi pour que ça soit pas dangereux. Donc quelle est vraiment l'utilité? Autant utiliser, je trouve, encore les cuillères tant que l'enfant est pas très à l'aise avec le fait de piquer avec la fourchette. Et utiliser vraiment des fourchettes quand l'enfant s'est vraiment bien piqué. Et le fait de savoir bien piquer avec une fourchette, ça vient quand même assez tard, aux environs de 4, 5 ans, je dirais. Voilà, mais en tout cas, pour commencer à apprivoiser l'outil, à savoir, bah, voilà, la différence entre une fourchette, une cuillère, on peut quand même lui donner une fourchette, des fourchettes pour enfants. Une fois de plus, toujours avec un manche, assez court, un petit peu gros, dès l'âge de 12 mois. Et puis petit à petit, on va pouvoir, donner des couverts plus ordinaires avec, le manche qui s'allonge, qui vont être un petit peu plus fins et surtout une vraie fourchette qui pique bien. C'est vraiment des belles nuances que tu apportes. Est-ce que tu nous parles du couteau? Au niveau des couteaux, ce qui se fait, il y a des couteaux vraiment très chouettes pour favoriser l'autonomie à partir de 12 mois, qui sont des couteaux un petit peu spéciaux où l'enfant, par rapport à sa motricité, il va plutôt venir, faire, hacher, couper comme ça, ce mouvement vraiment de haut en bas, plutôt qu'un mouvement d'avant en arrière. Donc c'est pas tout à fait des couteaux ordinaires, c'est vraiment plutôt des petits hachoirs pour les enfants.
Mais tu as raison, je vois l'intérêt parce que déjà là, l'enfant apprend qu'il existe un outil qu'il peut utiliser pour couper sa nourriture. Puis c'est comme la première étape pour se familiariser. C'est ça. Donc ça, on peut commencer à l'utiliser aux environs de 12, 18 mois et puis quand l'enfant, il développe sa dextérité et il va pouvoir faire des mouvements plutôt d'avant en arrière, donc il nécessite plus de coordination, on peut commencer à proposer ces couteaux plutôt aux environs de 2, 3 ans, sachant que pareil, l'utilisation du couteau vraiment mature, ben, c'est comme le reste, c'est vraiment à 8 ans que l'enfant est vraiment très, très à l'aise et puis qu'il peut couper efficacement une viande, par exemple, un petit peu difficile. Ça, c'est pas avant 8 ans. Oui, parce que le couteau, lui, ça demande une coordination des deux mains en comparatif avec la cuillère ou la fourchette, avec lesquelles l'enfant va surtout se concentrer sur la main là, qui va chercher la nourriture, hein. C'est ça. En plus, souvent, ça nécessite après, tout le monde ne fonctionne pas pareil, mais généralement, ça nécessite d'inverser du coup, puisque, ça, les parents ne le savent pas toujours, ils voient pas toujours où est le la problématique dans ça. Mais c'est vrai que quand on utilise une fourchette, uniquement une fourchette ou une cuillère, donc au début de l'apprentissage, on va le faire avec la main préférentielle, donc je ne sais pas si c'est la main droite, par exemple. Et puis, au fur et à mesure, quand l'enfant va commencer à utiliser des couteaux et à vouloir être efficace avec le couteau, va falloir qu'il utilise, bah, sa main préférentielle. Donc ça veut dire prendre parce que l'action principale, c'est couper. Donc ça veut dire utiliser le couteau avec la main droite et basculer la fourchette dans la main gauche qui va juste venir soutenir, tenir l'aliment. Et donc le fait, voilà, d'inverser les couverts, c'est quand même pas forcément, facile pour les enfants. Donc ça nécessite aussi une bonne, maturation, voilà. Même si c'est normal que les premières années, il inverse un petit peu, il mélange, il teste avec les 2 mains et cetera, avant d'avoir une vraie main préférentielle et de pouvoir utiliser le couteau avec sa main préférentielle. Donc, l'intérêt est important. Donner les ustensiles, les couverts tôt, même si c'est pas utilisé d'une manière fonctionnelle, mais l'enfant se familiarise avec l'idée et il y a une certaine fierté aussi de manipuler ces outils-là. Et ensuite, l'enfant va expérimenter. Donc, ça sera peut-être pas efficace. On peut lui laisser le temps. On peut compléter avec nos propres actions. Puis, graduellement, jusqu'à 8 ans, le perfectionnement va s'installer et tout ça est corrélé avec son développement moteur. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, merci Josiane. Maintenant, est-ce que tu nous parles des vers? Au niveau des verres, on va d'abord privilégier plutôt des petits verres parce que forcément, bah, il a des petites mains et que dans des grands verres, on va avoir tendance à vouloir mettre beaucoup de quantité et cetera et plus le verre est grand, c'est un petit peu comme si nous, on essayait de boire avec un grand vase ou un grand seau. Ça nécessite comme ça une grande flexion au niveau, de la tête, extension plutôt, pardon et donc du coup, c'est pas idéal pour la déglutition. Donc on va vraiment privilégier des tout petits verres où l'enfant va avoir, une faire le moins de flexion possible, au niveau de la nuque pour pouvoir avoir vraiment l'eau qui coule. On n'en met pas beaucoup pour éviter qu'il se renverse l'eau dessus, mais donc avec des petits verres adaptés pour les tout petits. Pareil, ils peuvent, commencer pour les plus habiles, j'en ai vu à partir de 6 mois à porter un petit peu des petites choses, à la bouche, enfin les petits verres à la bouche. Quand tu parles de petits verres, est-ce que tu parles d'un verre avec un petit diamètre ou un verre qui serait peu profond? Les 2. Vraiment, on compare un peu avec les verres à shutter, c'est un peu cette taille-là, donc pas très haut et petit diamètre aussi et pareil après on va pouvoir, agrandir, la taille, du verre mais voilà et plutôt des verres, qui s'attrapent avec les 2 mains aussi assez facilement puisqu'au début l'enfant il a besoin d'un soutien avec les 2 mains, il va privilégier l'utilisation des 2 mains coordonnées pour pouvoir, porter à la bouche. Est-ce qu'il y a des erreurs que on peut être susceptible de faire lorsque c'est notre premier enfant et as-tu des conseils par rapport à tout ça qu'on n'a pas mentionné jusqu'à maintenant? Mmh. Pour les couverts, ce qu'on a tendance à faire comme erreur souvent, c'est de laisser l'enfant au début, on utilise des couverts pour donner à manger à l'enfant dans cette période où, entre 4 et 6 mois, si on commence la diversification, où c'est le parent qui va donner à manger, et donc du coup, c'est des couverts avec des manches longs qui sont, voilà, petit embout adapté à l'enfant, mais finalement le manche est assez long et après on va laisser ces couverts-là à l'enfant parce que c'est les couverts que nous on utilise et donc c'est ceux qu'on met à disposition
quand l'enfant, il alterne entre, on lui donne à manger et il expérimente, comme tu l'as très bien dit, il découvre la cuillère et cetera. Donc il a ce couvert à disposition et comme on l'a dit, c'est pas forcément le meilleur couvert pour s'entraîner en termes de coordination pour porter à la bouche parce que le manche est très long et pareil, si on faisait le parallèle, c'est comme si nous, on cherchait à manger avec, une, grande cuillère, en bois ou une louche. Plus le manche est long, plus ça va être difficile vraiment, de coordonner efficacement et de porter vraiment précisément à la bouche. Donc faut vraiment différencier, le couvert que le parent utilise pour donner à manger à son enfant et le couvert qu'on propose à l'enfant pour que lui, il expérimente et qu'il utilise. C'est tellement un bon conseil, ça. T'en as-tu d'autres? L'autre chose, c'est, parfois par méconnaissance un peu des capacités, de l'enfant, qui commence, voilà, assez tôt, on l'a dit, dès 6 mois, ils peuvent, faire des petites choses. C'est les parents qui ont tendance à attendre, trop longtemps avant de proposer les couverts, attendre justement qu'ils soient vraiment, efficaces avec, qu'ils savent, vraiment bien faire, qu'ils soient aussi il y a cette notion parfois pour certains parents de propreté un petit peu et c'est vrai que certains parents, on peut le comprendre, hein, qui peuvent être un peu gênés quand l'enfant en met partout. C'est vrai qu'au début, quand l'enfant il mange un yaourt, il y en a plus à côté sur le t-shirt que, dans la bouche, mais il a besoin de passer par toutes ces étapes d'apprentissage et donc c'est pas la peine d'attendre trop longtemps. Mhm. Et une dernière chose à laquelle je pense, peut-être on pourrait revenir sur l'histoire des verres, ça va être pareil pour éviter que l'enfant s'en mette partout et cetera. Plutôt que de penser à mettre des toutes petites quantités dans des petits verres, c'est qu'on va acheter tous ces verres un petit peu fermés, les tasses à bec ou des choses comme ça et donc qui nécessitent justement, que l'enfant ait une, forte extension et donc c'est pas le mouvement, idéal et le plus physiologique possible pour déglutir. Donc voilà. Donc, ce que tu nous dis, c'est que les verres à bec seraient à éviter ou on peut les utiliser quand même? Pourquoi pas, ça peut dépanner, mais c'est pas ce qu'on préconise nous en tant qu'ergothérapeute, les verres qu'on appelle, tasse à bec. Si on est craintif que l'enfant en mette partout ou échappe l'eau et tout ça, est-ce qu'on pourrait, dans le fond, enlever ses vêtements quand il mange? Puis ensuite aussi, est-ce qu'on pourrait, dans le bain, euh, expérimenter boire de l'eau? Comme ça, si ça tombe, c'est pas grave ou est-ce que c'est pas recommandé? Il y a plein de choses qu'on peut proposer aux parents pour ça. C'est vrai que, par exemple, comme tu dis, pourquoi pas déshabiller, l'enfant quand on peut se le permettre, qu'il fait beau. On peut avoir, des fois, il y a des bavoirs vraiment, presque intégrales avec même des petites capes, devant qui viennent vraiment bien, protéger. Moi, je trouve qu'aussi, il faut faire attention à l'installation, à la chaise qu'on choisit pour le coup parce que, il y a des chaises, des chaises hautes en bois évolutives qui permettent vraiment qu'on glisse l'enfant sous la table, familiale et qui évitent qu'il y ait un espace trop important entre l'enfant et la table et éviter que tout tombe, sur les genoux de l'enfant. Donc ça aussi, parfois, c'est juste changer, l'assise et la chaise parce que les chaises hautes pour enfants classiques, souvent le plateau, il est un petit peu éloigné et donc en effet, ça en met partout sur l'enfant. Quand une fois de plus, quand il fait beau, ça peut être par exemple de se dire, au début on privilégie, de manger dehors, des pique-niques, sur la terrasse et là c'est moins grave si on en met partout. Donc comme tu dis dans le bain et aussi, des activités, alors qui vont quand même être salissantes, mais peut-être que c'est plus facile à accepter pour les parents. Toutes les activités artistiques avec du matériel, comestible. Par exemple, on peut faire de la peinture avec des yaourts et on met un petit peu de colorant dedans et ça, du coup, si l'enfant, il en met partout, il s'entraîne, il met à la bouche, il teste, en même temps, il fait de la peinture, pourquoi pas. On peut faire du sable magique à base d'huile et de farine, et l'enfant, il va s'entraîner dans ses coordinations et il va pouvoir porter à la bouche. On va pas l'empêcher de porter à la bouche vu que c'est alimentaire, et dans ce cas-là, on s'installe comme une activité artistique sur une grande nappe et c'est pas grave, si au sol et c'est pas grave s'il y en a un petit peu partout. Bien, c'est vraiment des bonnes idées. On n'a pas parlé des pailles. Avais-tu quelque chose à nous partager là-dessus? Alors les pailles, c'est vrai que c'est intéressant. C'est très intéressant au niveau oromoteur parce que ça va venir, muscler, voilà, favoriser la fermeture de bouche, donc pour le coup, c'est intéressant et en plus, il y a pas besoin de faire cette extension pour déglutir. Par contre, c'est vrai que, ça nécessite quand même un petit peu de compétence, justement une bonne fermeture et un petit peu de force, dans les joues et dans les lèvres. Donc ça vient peut-être un petit peu, plus tard dans le développement de l'enfant. Pour les plus jeunes, ça peut arriver, c'est pas tous, mais ça peut arriver que certains enfants y arrivent à 9 mois. Souvent, ce qu'on fait pour proposer cet apprentissage-là, c'est que nous, on aspire d'abord
l'eau dans une alors du coup, ben, faut le faire plutôt avec le parent parce qu'il y a un petit mélange de salive. On va aspirer dans la paille, on va venir bloquer le contenant de l'eau et nous, on va venir apporter la paille à l'enfant et du coup faire couler le liquide dans la bouche de l'enfant. Donc il y a pas au début les mouvements de vraiment de d'aspiration à faire, mais il se dit: «Bah, là, il y a quelque chose qui vient avec cette paille, c'est sympa». Surtout si on met du lait par exemple, voilà et puis petit à petit, on va lâcher le liquide que quand on va avoir les prémices, l'ébauche des mouvements vraiment d'aspiration, donc quand l'enfant il va faire les mouvements un peu attendus et donc il va finir par comprendre que, bah, en faisant ce mouvement-là, OK, il y a du liquide qui vient. Et la taille, une petite paille? Ah oui, oui, privilégier aussi après quand on va passer sur la tasse, donc au début, c'est nous qui lui donnons, donc peu importe la taille de la paille. Mais quand on va vraiment lui donner la paille avec le liquide, lui, à aspirer, faire attention aussi à pas donner des tailles ordinaires, mais à les découper avec des toutes petites tailles, ce qui est assez logique finalement parce que s'il y a une taille ordinaire, donc toute une longueur de paille à aspirer, bah, ça nécessite une endurance, un mouvement d'aspiration de plusieurs secondes alors que si la paille, on la coupe à 5 centimètres, bah, en faisant juste un petit mouvement de 1 ou 2 secondes, il va déjà pouvoir avoir du liquide. Donc en faisant tout ça, ben, les plus performants, on va dire, à 9 mois, ils arrivent à boire à la paille, assez tôt et donc bon, c'est en effet un contenant assez intéressant. On a débuté l'épisode en parlant du lien entre le développement oral de moteur et de la motricité fine. Tu nous as présenté beaucoup d'informations et d'idées pour soutenir le développement de l'autonomie à l'alimentation et avec les couverts et les verres. Maintenant, as-tu des astuces, des idées d'activités pour stimuler cette fois-ci la motricité fine? Bah, quand tu me poses cette question, déjà, j'ai envie de dire, au-delà des activités, de varier, le matériel et d'éviter que ça soit toujours la même texture, la même forme, la même taille et que, comme on a dit, vraiment qu'au niveau tactile, ça vient vraiment, développer le les compétences de discrimination de l'enfant. Donc plus on va varier les textures, comme j'ai dit, les objets et cetera, plus c'est intéressant, ça va lui apporter des informations sensorielles pour ces coordinations-là. Donc, par exemple, une activité, ça serait juste, moi j'aime bien les petits paniers, ce que j'appelle les paniers découvertes où, ben, on va mettre justement des textures un petit peu différentes, des objets vraiment à manipuler, à découvrir et c'est pas forcément des objets, des jouets, ça peut être, des objets du quotidien. Si on met, une brosse à cheveux, un fouet de cuisine, du papier aluminium, des choses comme ça, l'enfant, il va avoir vraiment un intérêt parce que c'est des objets un petit peu nouveaux, parfois même un peu interdits et donc vraiment favoriser cette manipulation, cette découverte dans tous les sens. Oui. Après ce qu'on peut proposer aussi, ça va être tous les encastrements, toutes les activités de transvasement que les enfants adorent et qui pour le coup, bah, sont hyper intéressantes pour la coordination. Bien sûr, au début, il va renverser, de façon très aléatoire, imprécise et cetera et plus ça va aller ou on va d'ailleurs le laisser manipuler, dans 2 grands bacs et plus ça va aller, plus on va pouvoir lui apporter des petits objets pour qu'il commence à affiner justement cette coordination et transférer, dans un entonnoir, dans un petit pichet, dans un petit pot, des choses comme ça avec, justement une intention, voilà, au début, c'est des jeux libres et puis petit à petit avoir une intention de précision et de coordination. J'aime ça, c'est plein d'idées concrètes. Continue. Bah, à partir de 18 mois, on peut commencer à proposer aussi toutes les activités de coordination type, enfiler des perles, des choses comme ça. C'est un grand classique, mais les enfants, ils aiment bien. Bien sûr, des perles adaptées aux 18 mois, donc des grosses perles en bois avec des embouts, rigides. On va pas prendre des lacets mous, mais des embouts, en bois ou des ficelles un petit peu, rigides. On peut adapter l'activité, mais à partir du 18 mois, ce type d'activité, c'est très intéressante. Avais-tu des conseils pour accompagner l'enfant qui aurait des besoins particuliers dans son développement? Peut-être un tonus plus bas dans son tronc ou l'enfant qui a une sélectivité alimentaire, par exemple. Pour moi, c'est les activités sont adaptées, mais pour les enfants, par exemple, qui vont manquer de contrôle postural, de tonus et cetera, on va être hyper, attentif et précautionneux sur, son installation assise pour faire cette activité-là. Et c'est vrai qu'il faut savoir que pour le cerveau, le fait de tenir son tronc et de rester assis, c'est une des premières fonctions et qui accapare énormément d'énergie pour l'enfant.
Et donc forcément, s'il met toute son énergie là-dedans, à tenir son tronc, son corps et cetera en position assise, et ben, on va le mettre un petit peu en difficulté finalement dans les coordinations et donc dans les manipulations et cetera. Donc on va être, voilà, attentif à ce que, la chaise soit vraiment bien soutenante, qu'elle soit adaptée à sa taille, qu'elle soit pas trop profonde par exemple et que du coup, au contraire, elle soit adaptée à son segment de cuisse et que du coup, il ait bien les pieds, un appui sous les pieds. Donc souvent, on parle un petit peu d'assise, à 90°. Éventuellement le laisser, jouer assis, enfin allongé sur le ventre, à plat ventre et cetera. Pourquoi pas aussi sur les genoux du parent qui va apporter beaucoup de contenance, où l'enfant il va pouvoir, se relâcher, j'ai envie de dire au niveau postural et donc se concentrer sur ses coordinations et en fonction de l'activité qu'on propose, pourquoi pas dans un canapé, un sofa, un petit fauteuil et cetera. Voilà, au niveau, postural, il sera un petit peu, contenu et soulagé, de cette fonction-là. Et tu parlais d'autres enfants aussi au niveau de la sélectivité alimentaire et ben, là, c'est aussi hyper intéressant pour eux parce que le fait de pouvoir, découvrir, des textures, des aliments, des choses à travers le sens tactile, sans pression, sans que ça soit lié à une obligation de manger, de découvrir, mais avec ce côté très ludique, c'est pas suffisant pour accompagner la sélectivité alimentaire, mais ça y contribue et c'est aidant. Voilà. Ben, Clémentine, vraiment, merci beaucoup. C'était un gros sujet. Merci d'avoir relevé le challenge d'intégrer tous ces angles-là en un seul. Je pense que c'est réussi. Au niveau du développement moteur, dans ton livre, justement, dont le titre est, Sans idées et activités pour éveiller, votre bébé. je voulais qu'on le mentionne parce qu'il y a beaucoup de ce que tu nous as partagé aujourd'hui, dont les idées d'activités qui se retrouvent dans le livre, si vous avez besoin d'une référence. Oui, tout à fait. On parle de un petit peu d'alimentation, de motricité fine, d'idées d'activités, découverts et cetera. Pour ceux et celles qui aimeraient peut-être entrer en contact avec Clémentine ou vous procurer son livre, je mets tous les détails sous l'épisode, ainsi qu'un épisode complémentaire, celui de Marie-Pierre Aymon, ergothérapeute 60, qui nous a parlé de sélectivité alimentaire en lien avec le développement oral moteur. Ben voilà, merci Clémentine d'être venue partager ton expertise avec nous. Et là-dessus, on se dit bye bye, Merci. Bye. à la prochaine. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!